Pourquoi est-ce que vous n'avez pas participé à ce débat électoral qui est quand même un moment très important de notre vie démocratique? Ça a été la décision de la direction de notre parti, le président du parti étant notre candidat. On l'a choisi à la convention et ensuite il n'a pas pu être sur les listes électorales, donc il n'a pas pu être candidat. Et le parti aussi a décidé qu'il n'y a pas de plan B, donc le parti ne pouvait pas participer à l'élection présidentielle. Mais vous, en tant que citoyen, on aurait pu vous entendre? Ah non, mais à partir du moment où nous avons la discipline du parti et que le parti doit faire le choix par la convention, on ne pouvait pas se lever pour être candidat. Donc on ne peut pas se faire entendre à partir des organes. C'est-à-dire qu'on convoque une réunion du bureau politique. À ce moment-là, on se fait entendre, mais pas dans le désordre. C'était la ligne tracée par le parti de ne pas avoir de plan B. Donc on n'a pas eu de plan B. Certains au PDCI, et on y reviendra sur cette affaire de plan B, certains au PDCI vous ont reproché aussi de ne pas avoir participé aux différentes marches qui ont été organisées. Alors là, c'est une très bonne observation. Vous vous souvenez que en 2020, j'étais chef du secrétariat exécutif. Nous voulions faire la désobéissance civile. J'ai fait la prison et j'ai été mis en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. C'est une mesure administrative. Et quand le président Bétier est parti paix à son âme, il fallait renouveler la présidence du parti, j'étais candidat. Et le comité électoral du PDCI m'a reçu pour dire que le PDCI ne pouvait pas prendre de risques avec moi parce que j'étais sous contrôle judiciaire, donc je ne pouvais pas me retenir. J'ai pris acte. Donc moi, à mon tour, étant dans la procédure, je ne pouvais pas prendre de risques pour le PDCI en me retrouvant dans la rue. Et je l'ai signifié. C'est un échange de bons procédés. Et je l'ai signifié au président du groupe parlementaire et au président du PDCI RDA. Donc c'est celui de tout le monde. Ceux qui vous font ces reproches ont participé aux marches? Je ne sais même pas. Parce qu'il y a certains qui lancent les marches et qui se cachent. Est-ce que vous mettez au crédit, je continue sur l'élection présidentielle, est-ce que vous mettez au crédit du gouvernement le fait que cette élection se soit passée dans le calme? Bon, il y a eu quelques soubresauts, mais globalement, ça s'est passé dans le calme. Vous le mettez au crédit du gouvernement? Oui, parce que la sécurisation a été bonne. Voilà. Mais sans forcément revenir sur la polémique de qui a pu se présenter, qui n'a pas pu se présenter, est-ce que vous pensez que cette élection présidentielle s'est déroulée dans de bonnes conditions? Bon, le PDCI n'a pas participé. Nous n'étions pas sur le terrain, nous n'avions pas de représentants dans les CI locales. Donc nous ne pouvons qu'avoir une impression subjective parce qu'on n'a pas des éléments pour juger de façon objective. Si nous étions, on allait porter un jugement. Et quelle est-elle alors cette impression subjective pour vous? Non, on peut dire, bon, comme le PDC ne voulant pas aller aux élections, c'est que les élections ne se passent pas bien. Alors quand vous avez dit que les uns et les autres n'ont pas voté, vous ne pouvez pas être objectif parce que vous n'étiez pas sur le terrain. Comment vous allez apprécier? J'imagine que vous avez quand même suivi ce débat électoral. Non, il y a des zones où il n'y a pas eu élection, mais quand on fait le ratio, ça ne va pas trop loin. C'est 8 millions de personnes qui votent. Mais comment est-ce que vous avez apprécié, j'allais dire, le débat tel qu'il s'est déroulé, le niveau de ce débat, les arguments? Bon, le PDC n'étant pas concerné, je ne me suis pas intéressé au débat. Non, je ne peux pas croire ça. Si, c'est la vérité. J'ai regardé le débat de loin parce que le PDC n'était pas engagé. Vous avez regardé le débat de loin, oui. Donc il ne vous a pas intéressé? Non, pas qu'il ne m'a pas intéressé, mais je n'étais pas acteur, donc bon, j'avais pas de préférence particulière, donc c'était un regard neutre. Un regard neutre. Mais vous vous dites qu'il y avait quand même du choix, il y avait quand même des arguments, il y avait quand même des choses intéressantes qui ont été dites dans ce débat électoral? J'avoue que j'ai pas bien suivi. Ah mais vraiment, vous étiez grognon alors? Ah non, j'étais pas grognon, mais c'était pas mon centre d'intérêt. Ouais. Voilà. Tous les observateurs internationaux ont validé, entre guillemets, ce scrutin et l'ont qualifié conforme aux normes démocratiques et aux standards internationaux. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, au-delà des observateurs, moi, c'est le Conseil constitutionnel qui est l'organe et qui précise la sincérité du scrutin. Donc moi, je considère plus la décision du Conseil constitutionnel que les observateurs. Les observateurs viennent après. Que vous prenez pour bon? Hein? Non, pas du moins le Conseil. C'est-à-dire que nous faisons de la politique. Je suis un député, nous votons les lois. Nous avons donné des prérogatives au Conseil constitutionnel quand il prend la décision, même si elle ne nous plaît pas, mais c'est une décision qui s'impose. Donc à partir du moment où le Conseil constitutionnel a validé la sincérité du scrutin et a donné les résultats, c'est déjà un pas en avant, et puis les observateurs qui apprécient après, mais c'est bon pour le pays. Quel jugement est-ce que vous portez sur le travail de la commission électorale indépendante qui a été beaucoup critiquée? La commission électorale indépendante a toujours été critiquée.
Voilà. Et la critique majeure que nous avons émise, c'est sa composition. Il y a une surreprésentation du pouvoir. Le président de la République est membre, alors qu'il devait être au-dessus. Son parti politique est membre, donc il est doublement membre. Voici un peu les critiques de base qu'on a toujours faites. Bon, maintenant, le fonctionnement de la commission, je peux dire, suivant le processus électoral depuis un certain temps, il y a une nette amélioration, surtout en communication. Voilà, le président actuel communique mieux que les présidents précédents. Et puis, ils ont donné les résultats assez rapidement, finalement. Bon, on pourrait toujours les donner assez rapidement, hein. Oui. Ça n'a pas toujours été le cas. Oui, mais parce qu'on proclame les résultats bureau de vote par bureau de vote avec les procès-verbaux, avec les tablettes que nous avons. Si elles marchent, en instantané, dès qu'on proclame le résultat du bureau de vote, ils ont les résultats au siège central. Maintenant, souvent, il y a quelques retards parce qu'il faut que les commissaires régionaux puissent venir avec les agrégats. C'est ça qui fait un peu perdre le temps. Sinon, en temps réel, on peut avoir les résultats en Côte d'Ivoire. Alors, cette commission, est-ce que vous pensez qu'il faut la maintenir telle qu'elle est actuellement? Est-ce qu'il faut la réformer? Ou bien, comme l'a dit le président même de l'institution, M. Kuibière Koulibaly, il convient maintenant, je le cite, de trouver autre chose. Bon, le PDCI n'a pas varié là-dessus. Nous avons pensé, à un moment, nous avions pensé à une réforme de la CEI, qu'elle soit apolitique. Comme au Ghana. On sort tous les partis. Comme au Ghana, c'est une CEI qui est apolitique et administrative. Et puis à côté, il y a un comité de contrôle qui est composé de partis politiques qui contrôlent le travail de la CEI. La CEI dit, bon, l'élection que nous allons organiser, voici les procédures que nous allons suivre. Et les partis politiques contrôlent ces procédures, mais ne s'impliquent pas dans l'organisation pratique. C'est un schéma que le PDCI a proposé depuis 2017. D'accord. Est-ce que vous avez un commentaire sur le taux de participation qui dépasse tout juste 50%? Bon, mais comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'obligation. Parce que dans certains pays, il faut un taux de participation obligatoire pour valider l'élection, comme en Belgique. Oui. Mais en Côte d'Ivoire, même si 2 individus votent, mais c'est valable. Donc, je pense que dans l'atmosphère, avec le boycott des principaux partis politiques, il ne fallait pas s'entendre à ce que le taux soit plus élevé que cela. Déjà 50%, je pense que c'est une prouesse. Donc, comme vous m'avez dit que vous prenez en compte la décision du Conseil constitutionnel, j'imagine que vous ne contestez pas le résultat qui a été annoncé par la Commission et qui a été validé par le Conseil. Bon, la décision annoncée par la Commission électorale indépendante, à partir du moment où elle est validée par le Conseil constitutionnel, on prend acte. Alors qu'est-ce que vous pensez de la posture de votre parti, le PDCI-RDA, qui est resté assez silencieux sur le sujet, voire légèrement réprobateur dans la bouche du président du parti, et de celle du PPACI qui, lui, a officiellement dit qu'il ne reconnaissait ni le processus électoral, ni le scrutin, ni le résultat? Je ne peux pas aller au-delà de la position officielle de mon parti. Donc ce que le président a dit, c'est la position du PDCI-RDA. Mais vous? Non, moi je n'ai pas d'opinion personnelle. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que le parti ne reconnaisse pas de manière très ostensible le résultat? Ça n'a pas été la position du PDCI. Donc je m'aligne sur la position du PDCI. Et ça vous convient? Non, mais c'est la position de mon parti. Mais je sens que ça ne vous convient pas. Non, je ne sais pas que ça ne me convient pas, mais c'est la position du PDCI qui a fait une analyse et après qui a décidé d'avoir cette... Non, mais ça veut dire que vous êtes membre d'un parti qui ne reconnaît pas ce que vous reconnaissez, c'est-à-dire la décision du Conseil constitutionnel. Ah oui, mais ça c'est individuel. Oui, c'est vous que j'interroge. Ah oui, individuellement, je reconnais. Une fois que le Conseil constitutionnel prend une décision, je la reconnais. Maintenant, le parti politique peut faire un commentaire pour dire, bon, mais et même si on reconnaît... Vous n'avez pas de commentaire sur ça? Non, je n'ai pas de commentaire sur ça. D'accord. Objectivement. Franchement. Je prends. Je prends. Monsieur Billon, au soir de l'énoncé du résultat, a eu un geste assez rare. Il a fait une déclaration pour reconnaître sa défaite et féliciter le vainqueur, monsieur Ouattara. Qu'est-ce que vous pensez de ce geste? C'est en son honneur. C'est ça doit être ça la vraie démocratie. Il a reconnu la défaite et c'est ce qu'on souhaite qu'il se passe dans une démocratie. Donc vous saluez ce geste. Il faut en féliciter. Vous attendiez-vous à un écart aussi important entre le vainqueur, le président Ouattara, qui est crédité de près de 90%, et celui qui arrive tout de suite derrière, qui est justement M. Billon, qui est à 3,07%? Oui, c'est pas étonnant parce que ça dépend de la façon dont M. Billon est parti à l'élection. D'abord en indépendant, il n'a pas participé à la convention du PDCI-RDA, il est parti en indépendance, c'est son droit, mais ensuite il a été rejoint par le CODE, qui est un gouvernement de partis politiques,
Donc ça a dû gêner certains militants du PDCI qui disent, bon, à partir du moment où c'est le codé, nous on n'est pas codé. Donc il a brouillé un peu les pistes, donc le résultat ne me surprend pas. Vous avez dit il y a 2 jours dans votre territoire, à Gagnoa, que vous n'êtes pas un suiveur ou un suiviste, je ne sais pas quel est le bon terme. Néanmoins, je voudrais savoir, est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous avez soutenu M. Billon? Non. Non, M. Billon, nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons fait le secrétariat exécutif, nous avons même fait des activités à Gagnoa. Mais il faut que les gens sachent que sa candidature n'est pas nouvelle. Elle date de 2020 déjà, où on avait dû le dissuader pour qu'il se retire au profit du président Bédié. Donc le président Bédié n'étant plus, c'est tout automatiquement, il a remis sa candidature. Mais je ne suis pas associé au projet ni de loin ni de près. Donc je ne connais pas les motivations, donc je ne pouvais pas le soutenir. Vous ne l'avez pas soutenu? Je ne l'ai pas soutenu. Vous avez voté pour lui? Non, je ne l'ai pas soutenu. Mais le vote est secret. Je ne l'ai pas soutenu. On peut toujours poser la question. J'en viens maintenant petit à petit au PDCI RDA, dont vous étiez l'un des hauts dirigeants en tant que secrétaire exécutif lorsque M. Bédié était encore le président. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une crainte pour l'avenir de votre parti? Bon, pas une crainte en tant que telle, mais comme je l'ai dit, quand je démissionnais de mon poste de conseiller politique, c'était la gouvernance. Voilà. Il y a une certaine opacité, il y a un manque de transparence. Et les actes sont posées comme si on craignait quelque chose. Il y a beaucoup de clandestinité, et il n'y a pas d'ouverture, bon, il y a la précipitation. Voilà. C'est ça qui m'a fait démissionner de mon poste, parce que j'ai trouvé que la rigueur que nous avions avant, cette rigueur n'était pas. Je vais prendre un exemple. Je vous en prie. Administratif. On vient d'organiser le choix des candidats pour les élections législatives. Un communiqué a été produit en bonne et due forme, ce qui est normal. Le 30 octobre, le secrétaire exécutif chargé des élections produit un communiqué. Oui, dans le chronogramme, en disant du 1er novembre au 5 novembre, dépôt des candidatures. Analyse des candidatures, le lundi 10 novembre à 11h, publication de la liste définitive des candidatures et retenues. On dépose les dossiers, on satisfait à toutes les exigences, les gens délibèrent. Aujourd'hui, où nous sommes le 13 novembre, la liste des candidats retenus par le PDCI-RDA n'est pas encore publiée. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Alors que normalement, dans les procédures et les habitudes du PDCI que nous avons toujours eu, 48 heures avant la date de clôture de la commission électorale indépendante, le président signe une décision. Parce que le choix des candidats est une décision. Le président signe une décision où, avec la liste des candidats, et qu'on publie. Actuellement, il n'y a pas de décision prise. Et vous attribuez ça à quoi? Mais c'est une légèreté administrative, c'est un manque de respect des candidats qui ont déposé leur candidature. Au-delà de l'aspect purement administratif, oui, c'est ça, que vous évoquez, c'est un exemple. C'est dysfonctionnement administratif, impact qu'on appelle la vie du parti. Oui, mais est-ce que vous pensez que à la sortie de ce processus, de cette période de 2015, là, le parti est plus fracturé, 25, excusez-moi, oui. Le parti est fracturé, et moins unitaire que ce qu'il n'était? Non, le parti actuellement est traversé par une catégorie de militants, bon, peut-être qui sont payés, qui sont devenus des censeurs, dont le rôle est d'insulter, calomnier, injurier les cadres, de les vouer aux gémonies. Et c'est la nouvelle apparition au PDCI-RDA. Et c'est ça qui inquiète. Voilà. Est-ce que c'est cette inquiétude qui fait que vous avez décidé de sortir du silence, que vous revenez prendre toute votre place dans le débat sur l'avenir du parti? Non, j'ai toujours eu ma place, mais il n'y avait pas de tribune pour parler. Aujourd'hui, je suis venu parce qu'on vient de faire le choix des candidatures, ce que je viens de dénoncer. Et ensuite, il y a eu j'ai postulé, c'est-à-dire j'ai sollicité le parrainage du PDCI-RDA, mais les choses ne se sont pas passées comme elles doivent se passer. Donc, nous allons y venir. Vous avez expliqué les raisons, vous venez d'expliquer tout à l'heure les raisons pour lesquelles vous avez démissionné de votre poste de conseiller politique. Vous parliez d'opacité, vous parliez de manque de transparence. Vous-même, vous étiez un peu frustré de voir des décisions dans la presse, d'une certaine manière. Très bien. C'est ça. Vous êtes bien informé. C'est ça. Mais les déboires que vous avez connus à l'intérieur du parti, donc on a évoqué ces deux-là,
c'est-à-dire votre impossibilité de vous présenter à la présidence du parti à la fin de l'année 2023, et puis cette démission qu'on l'on vient d'évoquer. Est-ce que vous en avez conçu du ressentiment? Bon, pas de ressentiment en tant que tel, c'est la vie politique. Vous espériez peut-être plus de reconnaissance pour les bons et loyaux services? Non, c'est normal. Non, mais la reconnaissance, les militants me la donnent. Hein. Je n'attends pas la reconnaissance des dirigeants. Parce que vous savez que quand on est dans un parti politique, au niveau des dirigeants, il y a des guerres de positionnement. C'est le militant de base qui compte. Et le militant de base, me le reconnaît et ça me fait plaisir. Est-ce qu'il vous encourage? Je veux dire, est-ce que ces déboires, ça vous a désabusé ou ça vous a donné envie de vous battre? Je suis un combattant. Bien au contraire. Vous êtes un combattant. Ça me donne envie de me battre. Voilà. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez pensé, j'espère que vous allez me le dire, de la stratégie de votre parti et de celle de son président avant et pendant l'élection présidentielle? Vous l'avez dit tout à l'heure, le refus du plan B, tiamourien on va dire. Est-ce que ça, c'est quelque chose à laquelle vous avez adhéré ou vous n'étiez pas d'accord avec ça? Normalement, à dire vrai, je n'étais pas d'accord avec ça parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. En 2000, suite au coup d'État de 99, nous sommes allés à une convention et nous avions des difficultés. Nous avions choisi le candidat officiel, c'était le ministre Bombé. Mais à côté de ça, sachant les difficultés que nous avions, parce que Bombé avait été emprisonné par le général Guéhi avant qu'on ne fasse la convention, nous avions suscité des candidatures de précaution, dont la candidature indépendante du président Bédier. Donc le PDCI est ouvert à des candidatures pour ne pas être absent. Donc c'est la première fois que le PDCI s'est enfermé de ne pas faire de candidature de précaution. Donc pour vous, malgré l'inéligibilité de son président, il aurait fallu que le PDCI participe au scrutin. Parce que le PDCI peut décider de lui-même de ne pas participer pour des raisons précises, comme par exemple en 2020, mais le PDCI ne peut pas être absent parce qu'un de ses candidats ne remplit pas les critères. Vous voyez la nuance. Tout à fait. Voilà. Mais est-ce que vous voyez un risque à la politique de la chaise vide pour le parti? Il y a un risque. Voilà, le président, vous pouvez nous a toujours enseigné qu'il ne faut pas faire la politique de la chaise vide. Parce que quand vous n'allez pas aux élections, bon, vous ne battez pas campagne, vous démobilisez vos militants. Et je pense que le président du parti a bien fait de nous demander d'aller aux élections législatives. Mais est-ce que vous ne voyez pas une contradiction entre la politique de la chaise vide pour la présidentielle et le fait que le parti s'engage dans l'élection législative un mois plus tard? Bon, ce sont deux élections différentes. Oui, mais c'est la même commission, c'est la même liste, c'est tout pareil. Ouais, bon. Vous n'avez pas tort là-dessus, mais le PDCI ne pouvait pas se permettre d'être absent. En plus, ce qui est sûr, même les partis politiques qui ont décidé de ne pas aller aux élections législatives, il y a des mutations. Il y a des anciens députés, PPACI par exemple, qui prennent d'autres appellations pour aller sous d'autres formes. Donc la chaise n'est pas aussi vide que ça. D'accord. La preuve, c'est que vous allez vous présenter, mais on va y revenir. Quel regard est-ce que vous portez sur l'action et la posture de M. Thiam, du président du parti, depuis qu'il est président, j'allais dire, et puis bon, durant toute cette période électorale où il a parlé, agi depuis l'étranger, depuis Paris? Bon, le président, il a sa méthode. Et dans nos textes, c'est clair, il faut être objectif. Le président du parti est un organe, il inspire et oriente la politique du parti. Mais cette inspiration, cette orientation doit avoir du concret. Donc c'est le bureau politique qui est l'organe de décision entre deux congrès. Et avec toute cette période que nous avons dépassée, il aurait fallu organiser un bureau politique. C'est-à-dire que sur le préparateur du président, il y a des dispositions dans nos textes qui permettent au président de ne pas être présent au bureau politique. On peut inspirer, si c'est pour inspirer, ça peut se faire de partout. Ouais, on peut inspirer de partout, mais si vous inspirez et qu'il n'y a pas d'action concrète, il n'y a pas de concertation, mais l'inspiration, l'orientation n'est pas bonne. Est-ce que vous Donc le fait d'être à l'étranger, c'est le manque d'organes de concertation. D'impulsion en fait, concrète. Voilà, concrète qui pose problème, parce qu'il inspire. Par exemple, je prends un exemple. On dit, bon, on va en une alliance avec le PPACI. La direction se lève et fait l'alliance. Non, ce n'est pas validé par le bureau politique. On ne l'a jamais fait. En août 2050, on a fait le RHDP à Paris. En août 2005. 2005. Ouais. Quand on a fait le RHDP à Paris, on est revenu pour valider par un bureau politique. Cette alliance. Cette alliance. Toute alliance a toujours été validée par une réunion du bureau politique. Et là, ça n'a pas été le cas. Voilà. Est-ce que vous diriez qu'il a commis des maladresses durant toute cette période? Non, je ne peux pas apporter ce jugement de valeur, mais il y a une insuffisance, c'est-à-dire qu'il y a une insuffisance de concertation. Voilà.
Il y a des présidents du conseil. On n'a pas fait jouer son rôle au bureau politique, alors que c'était l'occasion. Le président s'est retrouvé à l'extérieur et ne pouvait pas être candidat. Tout ce que nous avions, c'était l'occasion de se retrouver pour donner une ligne de conduite. Alors il y a peut-être quelque chose qui est plus concret que le jugement de valeur que je vous demandais. Est-ce qu'il connaît bien, est-ce qu'il connaît suffisamment le parti, ses rouages, ses textes? S'il ne connaît pas le parti, il ne peut pas le diriger. Donc vous pensez qu'il le connaît suffisamment? C'est pour ça qu'il a accepté de le diriger. Vous ne voulez pas répondre à cette question? Non, je réponds. Donc, si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas diriger. S'il a accepté de diriger, c'est qu'il connaît le parti. Est-ce que vous diriez que... Est-ce que vous diriez qu'il a été lésé par le pouvoir, comme il l'affirme, ou bien plutôt, comme l'a dit M. Billon, il a commis une erreur un peu fatale sur sa nationalité par peut-être manque de vigilance, et cette erreur qui a entraîné un peu tout le parti derrière? Bon. J'ai été ministre de la République. Oui. Donc j'ai des droits de réserve et nous avons posé... Ça n'a rien à voir. Nous avons posé des actes. Nous avons posé des actes. Et souvent, il y a des débats dans lesquels il ne faut pas rentrer parce que soi-même, on a posé ces actes-là. C'est par sagesse ou par prudence que vous non, c'est pas par prudence. Moi, je n'ai pas participé à ce débat. Non, c'est pourquoi je vous pose la question. Non, je n'ai pas participé à ce débat pour vous dire honnêtement aujourd'hui que je suis sur ce plateau. En 1995, j'étais membre du gouvernement. Donc, toutes les décisions prises, je suis solidaire. Et notre ministre de l'Intérieur, alors, Aimé Constant Bombé, a appliqué l'article 48 sur Jenny Komina pour l'empêcher d'être candidat à la députation. Et c'est le même article 48 que les gens ont appliqué sur nous. Et qu'on a eu l'air de découvrir. Voilà. Le PDC ne peut pas dire être étonné de le découvrir parce qu'on l'a déjà appliqué. Bon, donc, dans cette situation, on ne peut pas trop parler des choses, être dans un débat, parce que soi-même, on a posé des actes. C'est-à-dire qu'on a une fois géré la République, on a posé des actes et il faut les assumer. Voilà. Mais au moins, c'est assez clair ce que vous venez de dire, effectivement. Mais finalement, le score assez faible de M. Billon, donc je rappelle un peu au-dessus de 3%. Il n'a pas su mobiliser. Ouais. Son parti de base, c'est le PDCI. Si le PDCI n'est pas justement, mobilisé, c'est ce que j'allais vous dire. Si le PDCI n'est pas mobilisé, il ne peut pas avoir beaucoup de... C'est ça, on n'a pas vu, il n'a pas mobilisé les militants, il n'y a pas eu beaucoup de cadres non plus qui l'ont soutenu. Non. Donc finalement, ça donne un peu raison à la politique du parti qui disait c'est le président qui doit se présenter ou personne. Non, si M. Billon s'y était pris autrement, peut-être. Il aurait fallu faire quoi? Je vais dans une hypothèse. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Non, je vais dans une hypothèse. M. Billon est candidat indépendant. Le parti ne va pas aux élections. Mais lui décide d'aller. Le parti est traversé par des courants. Il y a des gens qui veulent aller aux élections, mais ils sont PDCI. Ils vont se dire, bon, Billon, c'est un militant du PDCI, on va y aller. Mais il est venu surcharger sa candidature par le CODE. Donc, à partir du moment où le CODE le parraine, il y a une grande partie du PDCI qui se retire. Mais pourquoi? Non, parce qu'ils ne peuvent pas aller voter un candidat du CODE. Mais c'est militant. C'est aussi donc il aurait dû rester seul et on appelait aux militants du PDCI. S'il avait été candidat indépendant pur, je sais qu'il aurait monté, il n'aurait pas gagné malin, monté un peu plus son score. Mais en mettant parce qu'il comptait quand même, sur le terrain. Le CODE l'a plombé. Le CODE l'a plombé. Oui. Ça, c'est un slogan. Est-ce que vous trouvez que l'alliance du PDCI avec le PPACI était une bonne chose? Ou est une bonne chose? Parce que on ne peut pas dire une bonne ou mauvaise chose parce que ce n'est pas la première fois que le PDCI rentre en alliance. Oui, mais celle-ci. Mais le 29 septembre 2022, un an avant son décès, le président Bédié a organisé une réunion du bureau politique qui était centrée sur les questions de fonctionnement interne au parti. Et il a donné la voix. Il dit au prochain congrès où nous allons partir, l'un des thèmes que nous allons discuter, ce sont les alliances. Nous allons faire l'inventaire de toutes nos alliances, en commençant par le RHDP. Et il a lancé le congrès. Le congrès devait se tenir en octobre, il est décédé en août. Il y a eu un débat. Nous étions pour qu'on aille au congrès ordinaire pour régler tous ces problèmes. D'autres ont préféré qu'il fallait aller à un congrès extraordinaire pour élire le président. Bon, la majorité l'ayant remporté sur le congrès extraordinaire, quoique dans nos textes, si le président décède, l'intérimaire a 6 mois pour organiser le congrès, sauf si le reste du mandat est inférieur ou égal à 1 an. Nous étions en août. Et à partir du moment où le président Bédié a fixé le congrès en octobre, ça veut dire que octobre était la fin de son mandat.
Donc, nous avons septembre, octobre, c'était dans 3 mois, la fin de son mandat. Donc, la fin de son mandat était bien balisée. Donc, le congrès devait être ordinaire. Bon, mais il y a eu des discussions, les gens ont dit non, appliquons textuellement les textes, il faut que ce soit un congrès extraordinaire, on est parti en congrès extraordinaire. Donc, on a raté le coche. Pour aller dans les alliances, pour moi, il faut un congrès ordinaire pour qu'on définisse vous avez dit une fois pour tout ce dossier de. Je comprends. Donc vous n'avez pas pu le faire. N'empêche que cette alliance a vu le jour et vous avez dit tout à l'heure que dans des conditions sans être validé. Sans bureau politique. Sans être validé par le bureau politique. Donc il y a des militants du PDC qui regardent ça de loin. Ils pensent que c'est une alliance de quelques dirigeants entre eux. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne alliance? Est-ce que vous trouvez que c'est une alliance contre nature? Est-ce qu'il faut la faire, pas la faire? Il n'y a pas d'alliance contre nature. C'est une question d'intérêt de moment des partis politiques. Oui, mais intérêt de moment. Oui. Bon, la carpe et le lapin aussi, ils peuvent avoir des intérêts de moment. La preuve. Il y a divergence, il y en a qui ne veulent pas aller aux législatives, d'autres vont aux législatives. Donc c'est déjà fini. Donc pour vous, elle est terminée cette alliance? C'est fini. Parce qu'on est plus sur la même longueur d'onde. Ouais. Donc elle est terminée comme elle a commencé. Un peu bizarrement. Mais vous l'avez trouvé productive, vous étiez d'accord avec ça ou pas? Non, c'est pas toujours, c'est pas des sentiments personnels, c'est des sentiments. Mais vous avez un jugement politique, vous avez une expérience politique. Non, oui, l'expérience politique. Vous pouvez vous dire non, on fait un mauvais chemin, on fait un bon chemin. Oui, peut-être si on s'était retrouvé à une réunion du bureau politique, on aurait discuté. Peut-être les gens m'auraient convaincu. Ils auraient dit que c'est pas bon, on aurait dit non, pour telle raison, c'est bon, j'aurais été convaincu, mais on n'a pas eu ça. Donc on entend en creux que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec cette alliance-là. De toute façon, vous venez de dire qu'elle est partie comme elle est arrivée, une formule. Et j'ai cru comprendre justement que vous vous réclamiez aujourd'hui la convocation d'un bureau politique. C'est ce qui est nécessaire. Mais pour faire quoi? Maintenant, on va aux élections législatives, c'est plus nécessaire. Non, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes qu'il fallait régler. Qu'est-ce qu'il faudrait aborder dans ce bureau politique, par exemple? Non, la marche du parti, la situation. Il y a la marche du parti, bon, il y a des... C'est-à-dire que ça fait partie de ce que vous reprochez, que ça fonctionne de manière un peu éthérée. Ça fait partie du fonctionnement pour que tout le monde se sente concerné, qu'on se concerte. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'appel lancé par certains cadres du parti qui réclament la réunion d'un comité de crise? C'est devant une situation que les gens jugent, ils parlent de comité de crise. Parce qu'actuellement, on a des difficultés. Il y a des personnes qui sont en prison, il y a le président est à l'extérieur, il y a un certain nombre de choses. Donc, la perception, c'est comme si vraiment il y avait un flottement. Mais vous êtes dans ce non, mais il n'y a que le bureau politique qui peut le décider, pas un individu. Non, je ne vous demande pas qui va le décider. Je vous demande est-ce que vous souhaitez la réunion d'un comité de crise? Si le bureau politique se retrouve avec la situation analyse qu'il faut un comité de crise, moi je ne vois pas d'inconvénient. Mais vous ne faites pas partie de ceux qui l'ont réclamé? Non, je ne fais pas partie. Voilà. Moi, en général, quand je soutiens par conviction et je suis entier, je ne tire pas de ficelle. Je peux apprécier, mais je ne fais pas partie. Vous avez prononcé à Gagnoa, il y a 2 jours, dans votre circonscription, ces mots « Je suis dépositaire du parti ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, ça veut dire que mon cursus, mon parcours politique, ma proximité avec le président Houphouët-Boigny, dont j'ai été le dernier médecin avant de décéder, et il m'a dit qu'il nous laissait le PDCI et Henri Konan Bédié. Je considère ça comme un testament. Ensuite, le président Bédié est parti. Donc je pense que c'est une obligation, et je le dis et je le revendique. Je suis le trait d'union entre les anciens et les nouveaux. C'est-à-dire que ma non-utilisation est une perte d'information importante pour le parti. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas transmises aux nouveaux. Oui, c'est ce que vous me l'enlevez d'ailleurs de la bouche. J'allais vous demander, vous pensez qu'on devrait plus et mieux vous utiliser quand même? Parce que c'est une chaîne de générations. Je suis un homme de transition. C'est-à-dire des anciens dire aux jeunes, voici comment on fait, ce qu'on nous a laissé. Voilà. Alors ça se voit que vous êtes le dépositaire du parti quand on voit ce que vous portez. Non mais voilà. Quand on voit ce que vous pouvez m'expliquer cette chemise. Non, c'est un pain qui rassemble tout. Il y a quoi? On voit Bédié. On voit Houphouët. On voit Houphouët sur la manche là. Ouais, et puis on voit Houphouët, on voit Bédié. Oui. Et là Houphouët, Bédié. Ah Houphouët, oui d'accord. Donc c'est une chaîne. On ne peut pas sauter. Si vous sautez, mais vous cassez la chaîne. Quand vous avez un roulement à bicyclette, que la chaîne se casse, mais la bicyclette ne roule plus. Donc votre chemise est extrêmement symbolique de ce que vous voulez dire et de ce que vous voulez représenter. C'est ça.
Le 27 décembre prochain, on en vient aux élections législatives. Comment est-ce que, à votre sens, le PDCI devrait aborder cette échéance et avec quel objectif? Bon, je ne peux pas trop répondre parce que c'est un peu brouillé la façon dont les choix se sont portés. Les choix ont été faits, et je l'avais souligné tout à l'heure, mais en ce qui me concerne, moi, je suis député sortant, j'ai déposé ma candidature au sein du parti, en respectant toutes les procédures de la candidature au parti, pour le juger. Jusqu'au 12, à 17h, à 16h, il y avait des rumeurs que ma candidature ne serait pas retenue. Mais il faut que les gens comprennent que j'ai été secrétaire exécutif du PDCI pendant 10 ans. Donc j'ai des amitiés. Donc la commission qui se réunissait. Vous en avez eu des échos? Non, pas des échos. Je peux dire exactement ce que chacun des membres de la commission a dit à mon sujet. Voilà. Il y en a qui ont dit qu'il fallait le faire, il ne fallait pas le faire. Mais attendez. Et déjà à 11h, nous avions des échos. Parce que quelqu'un de la direction du parti avait appelé la CEI pour dire de donner le parrainage du PDCI pour Gagnois à un indépendant qui avait déposé qu'on appelle son dossier. Donc le coup de fil est parti du PDCI, mais quand il partait, on m'a dit, donc j'étais alerté. Ensuite, jusqu'à 15h, il y a 2 députés, je peux les citer, Gozé Seplé, il s'appelle Aignan Conté, qui ont eu la rumeur, qui ont dit c'est pas normal. Ils sont partis rencontrer la commission. Donc là, c'est pas ils sont partis rencontrer la commission et ils ont discuté à la commission qui a dit que oui, Djikavié, il a été le choix de la base, c'est-à-dire la délégation l'a choisi, la région l'a choisi et le district de Godibois, au niveau l'a choisi, c'est lui qui a été choisi. Donc il a le choix de la base. Mais nous, après une analyse, le président décide de ne pas prendre la candidature de Djikavié, donc on ne l'investit pas. Alors puisque vous êtes très bien informé, comment expliquez-vous cette décision? Ah non, je ne sais pas, non. Elle est subjective. Vous avez tout sauf ça? Non, ce n'est pas une décision politique objective. C'est-à-dire le président a ses raisons et que je respecte, il a son appréciation, que je respecte, mais elle n'est pas objective. Si vous respectiez cette décision, vous ne seriez pas candidat indépendant? Elle n'est pas objective. Elle n'est pas objective. Et deuxièmement, je suis engagé dans un processus. D'abord, le poste de député, le mandat n'est pas impératif. Et sur le terrain, aujourd'hui, j'ai 2 actions phares. Je fais les jugements supplétifs des enfants et je me suis attaqué au problème du foncier rural qui commande à produire des fruits et les populations m'ont mandaté de continuer. Pour cette raison majeure, je ne pouvais pas ne pas être candidat. Deuxièmement, la personne qui a été choisie pour représenter le PDCI à Gagnois n'est pas militante avérée du PDCI. C'est un président d'une association qui s'appelle Agni Baoulé, qu'on a investi, donc qui n'est pas PDCI. Donc pour moi, c'est comme si le PDCI n'a pas de candidat à Gagnois. Donc j'y vais, mais comme le PDCI m'a refusé l'investiture, bon, je vais en candidat indépendant pour rendre service à mes parents et dire qu'aujourd'hui, il y a une polémique qui dit oui, on voulait mettre le ministre du Calais, c'est faux. Ma candidature a été déposée vers 22h et c'est ce matin que je fais les compléments du dossier. Donc c'est une décision, donc le PDCI, par le refus de son président, ne m'a jamais investi. C'est ce que les gens doivent savoir. Une décision souveraine du président Thiam. Souveraine du président Thiam, mais qui est prise sur des irrégularités, parce qu'on m'oppose quelqu'un qui n'est pas militant à Gagnois. Donc c'est irrégulier. Voilà. Bon, mais qu'est-ce qui suscite encore cette décision? Est-ce que vous êtes toujours sous le coup d'un contrôle judiciaire? Non, c'est fini? Non, mais je suis député. Donc j'étais sous contrôle judiciaire, puis j'ai été député. Ouais. Donc il n'y a plus ça. Donc c'est des raisons personnelles au président. Est-ce qu'il y a une inimitié entre lui et vous? Je constate. Par cette décision qu'il vient de prendre, je constate qu'il y a une inimité entre lui et moi, alors que moi, je n'ai rien contre lui. D'où vient-elle? Je ne sais pas, je n'ai rien contre lui, d'autant plus que, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été dans la proximité, je vais donner 2 minutes pour développer un peu. J'ai été dans la proximité du président Fou. Quand j'étais élève au lycée classique, une des filles d'Oufouet qui s'appelle Hélène était ma voisine en première et en terminale. On a fait le bac ensemble. Et puis ensuite, quand je suis arrivé à l'université, Augustin Thiam, le gouverneur, on a fait les études de médecine ensemble, la promotion de 1973, on se connaît très bien. Et puis, j'ai été dans l'entourage du président du MESI, président du MESI après son médecin. Nous avions, quand on prend les enfants, nous avions 2 enfants, Aziz Thiam, militant du PDCI, moi depuis longtemps, et une de leurs soeurs qui s'appelle Ndeye, père à son âme qui est décédée, Madame Bibo, qui était membre du bureau politique du PDCI également. Voilà. Et puis les autres,
ils étaient au RDR, et puis donc, et Tidiane, après le coup d'État, est parti, donc il ne faisait plus. Et en 2021, en 2020, quand j'étais en prison, Aziz est parti me voir en prison pour me rendre visite. J'ai apprécié. Et quand je me suis retrouvé en France en 2022, son jeune frère, le président Tidiane, m'a appelé, on dit, on a échangé, il dit qu'il voulait me voir, il m'a rencontré en tant que chef du secrétariat exécutif. Et il m'a demandé de rentrer au bureau politique. Donc j'ai dit, d'accord, j'en parle au président. Donc je suis venu, j'en ai parlé au président Bédier qui m'a demandé de dire à Thiam de faire une lettre écrite de demande d'entrée au bureau politique. Donc j'ai dit d'accord, et quand je suis revenu à Abidjan, je suis reparti à Daoukro et j'ai dit au président, après réflexion, vous êtes le président, mais c'est inédit. On n'a jamais demandé à un militant d'écrire pour rentrer au bureau politique. Pourquoi c'est pour Thiam qu'on écrit? Il a dit bon d'accord, on va le nommer. J'ai pas prépare-moi une décision. J'ai préparé la décision. Le président n'a pas signé la décision pendant 8 mois. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce qu'il le retenait? Non, je ne sais pas. Malgré mes relances, pas jusqu'à ce qu'on organise. La lettre. Non, il n'a plus rien dit jusqu'à ce qu'on organise le congrès, le 7e congrès extraordinaire de mars 2023. Et en mai, il a dit bon, on refait le bureau politique. Et il m'a convoqué. Et en refaisant le bureau politique, j'ai réintroduit le nom de Thiam. Et c'est là que le président a accepté de signer la décision. Donc, après, et quand Thiam est venu en Côte d'Ivoire, il m'a rendu visite à 2 reprises. Donc, on ne peut pas dire que moi, je n'aime pas Thiam. Mais est-ce que vous mettez ça sur le compte du fait que vous avez voulu vous présenter à la présidence du parti, peut-être? Non, moi, je n'étais pas contre Thiam. C'est Thiam qui était contre moi. Déjà? Non, je veux dire, à la présidence du parti, normalement, j'étais chef du secrétariat, le président Bédier venait de décéder. Pour beaucoup d'observateurs, je devais être candidat. Ce que j'ai, et Thiam a été introduit. Mais quand on a éliminé ma candidature pour poursuivre, j'ai dit à mes partisans d'aller voter Thiam. Il y avait le maire Yassé et il y avait Thiam. Mais j'ai dit aux gens de voter pour Thiam et on a voté pour Thiam. Donc moi, les actes que j'ai posés jusque-là ne montrent pas que donc je n'aime pas Thiam. Vous ne faites que constater qu'il y a quelque chose... Au contraire, peut-être que les gens l'ont monté, c'est au contraire lui qui a une... Parce que la décision qu'il vient de prendre, c'est un acte grave d'inimité, d'inimité, voilà. C'est lui qui a posé le premier acte. Au vu de tout ce qu'on vient de dire, quel regard, qu'est-ce que vous pouvez dire du processus de choix des candidats du PDCI-RDA pour ces élections législatives? Bon, le processus a respecté les règles au départ, mais vers la fin, il y a eu de cafouillage. On n'a pas pris de décision. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a été retenu. Parce qu'ils ont pris des militants en sachant peut-être que d'autres vont réagir pour être indépendants. D'autres ont caché et ils ont appelé les gens au téléphone. Le président a appelé les gens au téléphone, ceux qui étaient retenus. Moi, jusqu'à présent, le président ne m'a pas appelé au téléphone. Donc, je n'ai pas été retenu. Il ne m'a pas appelé au téléphone. C'est la première fois qu'on choisissait la méthode du téléphone. D'habitude, c'était les décisions qu'on prenait. Cette fois-ci, c'est la méthode du téléphone à 19h du 12, alors que la CI fermait ses portes à 20h. Voilà. Donc, tout avait été mis en œuvre pour me rendre folklore. Voilà, c'était ça. C'est-à-dire qu'on va faire croire que Dikawi est plus bon. Je suis là, ils s'en vont dire, on ne peut plus déposer de dossier. Vous êtes candidat déjà informé. Voilà. Vous êtes candidat indépendant. Ah oui, je suis candidat indépendant. J'ai dit les raisons pour lesquelles. Oui. Parce que j'ai un grand dossier du foncier rural que je dois conduire. Donc, pour mes parents. Vous êtes confiant, vous allez gagner? Oui, je vais gagner. J'ai déjà gagné 2 fois. On dit, il n'y a pas 203. D'accord. Vous êtes évidemment toujours vice-président de l'Assemblée nationale jusqu'à ces élections. Cette mandature qui vient de s'achever, comment vous la qualifiez? Vous avez bien bossé à l'Assemblée? On a bien bossé. Malheureusement, l'élection présidentielle, la non-candidature, ou bien l'élimination de Gbagbo et Thiam, ces 2 actes-là ont pollué un peu l'atmosphère. Sinon, après la mort, après le décès d'Amadou Soumaro et l'avènement d'Adama Bittogo, nous avons formé une bonne famille parlementaire fraternelle. L'esprit était bon. L'esprit était bon. Et on avait même décidé d'être les vecteurs de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et puis, patatras, ces 2 actes-là ont fait que ça a pollué le reste. Mais en fait, on a bien travaillé. Je voudrais terminer par quelques mots plus personnels. En revenant aujourd'hui au premier plan du débat public, et quel est votre objectif personnel? Je suis un homme politique, je suis PDCI-RDA, je veux progresser. Et vous voulez reconquérir le parti? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voulez déloger M. Thiam? Non, on ne déloge personne. Alors quand les gens étaient candidats contre Ouattara, c'était pour le déloger, c'était pour être président. D'accord. Il n'y a pas d'idée de vengeance par rapport à tout ce qui vous est arrivé. Il n'y a pas d'idée de vengeance. C'est pas le comte de Monte Cristo qui est assis devant moi. Non, vous me donnez l'occasion de développer ma vision. Tout à fait. Et je la maintiens. Je dis,
le temps de Houphouët et Bédié est passé. Si nous voulons être efficaces, il faut être en équipe. Il faut qu'on choisisse quelqu'un qui est dédié à la gestion exclusive du PDCI-RDA. Parce que la gestion d'un parti politique, elle est très prenante. Les gens pensent que c'est pas facile. Et puis deuxièmement, laisser ceux qui veulent être candidats à la présidence de la République préparer leur candidature. Parce que la préparation d'une candidature présidentielle est exigeante. Donc c'est difficile aujourd'hui d'allier les deux. Donc il faut s'entraider, il faut un président du parti qui ne fait que le parti, et puis des candidats, et puis aller à la convention et choisir le candidat, la personne la mieux placée pour aller. Et ça, cette idée, je la maintiens et je m'emploie à la diffuser autour des militants pour qu'elle soit une réalité. Et je pense que le jour où on va faire ça, le PDCI va bondir. Si vous deviez, et ce sera la dernière question, vous adresser à un certain Maurice Kakou-Gikawe, est-ce que vous lui diriez qu'à 74 ans, après son parcours, son expérience, sa connaissance du parti, il a encore la force et la volonté de se battre et de se bâtir un avenir? Mais l'avenir appartient à Dieu. Il n'a même pas encore 80 ans. Aujourd'hui, notre président a plus de 80 ans et puis le président. Donc il n'y a pas de problème.